Bienvenue sur les Veilleurs de Tempa, où l'histoire, la science et la philosophie se rencontrent pour découvrir les histoires qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous explorons l'une des vérités les plus récurrentes et pourtant ignorées de la civilisation humaine. Chaque fois que les humains ont essayé de plier la nature entièrement à leur volonté, les conséquences ont été catastrophiques. À travers les continents et les siècles, de la campagne des moineaux en Chine au désastre du crapaud buffle en Australie, de la famine de la pomme de terre en Irlande à l'extinction du dodo à l'île Maurice, et même des dilemmes modernes comme la crise des chiens errants en Inde, la leçon est restée la même. La nature n'est pas notre ennemi, mais elle ne se pliera pas non plus à l'ambition humaine téméraire. Ce script vous emmènera dans un voyage de plus de 10 000 mots, examinant les erreurs historiques, les catastrophes écologiques, les leçons oubliées et la lutte philosophique plus profonde de l'humanité contre les forces mêmes qui la maintiennent en vie. Alors asseyez-vous, écoutez attentivement, et plongeons profondément dans les chroniques inédites de la façon dont la guerre de l'humanité contre la nature se termine toujours par une défaite. À la fin des années 1950, Mao Zedong a lancé la tristement célèbre campagne des 4 nuisibles. Le but, éliminer les moineaux, les mouches, les moustiques et les rats. De toutes les cibles, la plus désastreuse fut le moineau friquet. Mao croyait que les moineaux mangeaient trop de céréales, privant le peuple. Dans tous les villages, les gens tapaient sur des casseroles, agitaient des drapeaux et abattaient les moineaux. Des nids entiers furent détruits, des œufs brisés, des poussins tués. En 1960, les moineaux avaient presque disparu. Mais la nature a eu sa revanche. Les moineaux ne mangeaient pas seulement des céréales, ils consommaient un grand nombre de criquets pèlerins et d'insectes nuisibles aux cultures. Sans moineaux, les populations de criquets ont explosé. Les champs qui devaient produire plus de céréales se sont transformés en déserts de cultures dévorées. L'effondrement écologique a directement contribué à la grande famine chinoise, où environ 30 à 40 millions de personnes sont mortes entre 1959 et 1961. C'est l'un des rappels les plus brutaux de l'histoire. Lorsque les humains retirent un rouage de la machinerie de la nature, tout le système s'effondre. L'Australie offre peut-être les exemples les plus tristement célèbres de mauvaise gestion écologique. En 1859, un riche colon nommé Thomas Austin a importé seulement 24 lapins pour la chasse. En quelques décennies, sans prédateurs naturels et avec une nourriture abondante, la population de lapins a atteint des centaines de millions. Ils mangeaient les récoltes, dévastèrent les prairies et causaient une érosion massive du sol. Les agriculteurs étaient ruinés, les écosystèmes dévastés. Même lorsque des clôtures s'étendant sur des milliers de kilomètres furent construites, les lapins trouvaient toujours un moyen de passer. Mais les problèmes de l'Australie ne s'arrêtèrent pas là. En 1935, pour contrôler les coléoptères qui attaquèrent la canne à sucre, les autorités importèrent des crapauds buffles d'Amérique du Sud. Les crapauds se sont multipliés de façon explosive, se répandant à travers le Queensland et au-delà. Ils ont empoisonné les prédateurs indigènes, dévoré les insectes sans discernement, et sont devenus inarrêtables. Ironiquement, ils n'ont guère affecté les coléoptères qu'ils étaient censés tuer. Au lieu de cela, ils sont devenus un nouveau fléau, visqueux, toxique et pratiquement éternel. L'Australie a appris à ses dépens. Importer des espèces sans comprendre les écosystèmes, c'est comme jouer aux échecs les yeux bandés contre la nature, vous perdrez toujours. Contrairement aux catastrophes que nous venons d'explorer, l'histoire du parc national de Yellowstone aux États-Unis montre ce qui se passe lorsque nous rétablissons l'équilibre au lieu de le détruire. Au début du XXe siècle, les loups avaient été exterminés de Yellowstone. Les éleveurs et les chasseurs les considéraient comme des menaces pour le bétail et les populations de cerfs. Sans loups, les populations de wapitis ont explosé. Ils ont surpâturé les jeunes arbres et les plantes, les berges des rivières se sont érodées, les castors ont décliné et tout l'écosystème en a souffert. En 1995, les loups ont été réintroduits. En quelques années, l'équilibre a commencé à revenir. Le nombre de wapitis est tombé à des niveaux durables. Le saule et le tremble ont repoussé, les castors sont revenus, les rivières se sont stabilisées et la biodiversité a de nouveau prospéré. Cette histoire prouve que parfois, la solution au chaos écologique n'est pas la domination, c'est l'humilité, et laisser la nature se guérir elle-même. Retournons maintenant en Europe, au XIXe siècle.
En Irlande, des millions de personnes dépendaient presque entièrement de la pomme de terre pour leur survie. Elle était bon marché, nutritive et facile à cultiver. Mais la dépendance à une seule culture est toujours dangereuse. Dans les années 1840, une maladie fongique connue sous le nom de Phytophthora infestans, le mildiou de la pomme de terre, a frappé les champs. En quelques semaines, des récoltes entières pourrirent en une bouillie noire. De 1845 à 1852, la famine a tué plus d'1 million de personnes et en a forcé 1 million d'autres à émigrer. La tragédie n'était pas seulement biologique, elle était politique. L'Irlande était sous domination britannique et tandis que son peuple mourait de faim, les exportations de céréales continuaient de quitter les ports irlandais pour l'Angleterre. La famine nous enseigne 2 leçons. Premièrement, ne jamais placer la survie entre les mains d'une seule culture ou d'une seule solution. Deuxièmement, la cupidité humaine aggrave souvent les crises naturelles. Dans l'océan Indien, sur l'île Maurice, vivait le légendaire oiseau dodo. Grand, incapable de voler et n'ayant pas peur des humains, il fut rencontré pour la première fois par les marins hollandais au XVIe siècle. Le dodo n'avait pas de prédateur naturel. Mais avec les marins sont arrivés les rats, les cochons et les singes qui ont pillé les nids, mangé les œufs et détruit les habitats. En moins d'1 siècle, le dodo a disparu à jamais, éteint à la fin des années 1600. Le dodo est devenu plus qu'un oiseau, il est devenu un symbole de l'arrogance humaine. Son extinction a marqué l'un des premiers cas où les humains ont réalisé qu'ils pouvaient effacer une espèce entière de l'existence simplement par insouciance. Aujourd'hui, quand nous parlons d'espèces menacées, de menaces climatiques et de perte de biodiversité, le dodo reste un rappel obsédant. Ce qui est perdu ne reviendra peut-être jamais. Plus près de nous, examinons la crise des chiens errants en Inde. L'Inde possède l'une des plus grandes populations de chiens errants au monde. Plus de 60 millions selon certaines estimations. Ce problème a de profondes racines historiques. Lorsque les autorités coloniales britanniques ont encouragé la croissance urbaine, l'élimination des déchets est devenue chaotique, offrant aux chiens des restes de nourriture à l'infini. Après l'indépendance, les programmes de stérilisation sont restés sous-financés, tandis qu'une urbanisation rapide créait des espaces où les chiens proliféraient. D'un côté, les chiens errants propagent la rage, causant des milliers de décès chaque année. Ils attaquent les piétons, les cyclistes et les enfants. D'un autre côté, les défenseurs des droits des animaux soutiennent que les chiens ont le droit de vivre, et les communautés les nourrissent souvent. C'est devenu un dilemme moral, médical et écologique. Devons-nous les abattre, les stériliser, les adopter, ou la vraie solution est-elle de corriger la gestion des déchets humains et l'urbanisme? Les chiens errants de l'Inde symbolisent une vérité plus large. Lorsque les humains ne parviennent pas à gérer les environnements de manière responsable, le conflit avec la nature se manifeste directement dans nos rues. Au-delà de ces cas célèbres, le monde regorge de récits édifiants. La mangouste invasive d'Hawaï, introduite pour contrôler les rats dans les champs de canne à sucre. Au lieu de cela, les mangoustes chassaient les oiseaux indigènes, tandis que les rats continuaient de prospérer. Les oiseaux incapables de voler de Nouvelle-Zélande. Lorsque les humains sont arrivés avec des chats, des hermines et des opossums, des dizaines d'espèces d'oiseaux uniques ont disparu. Les invasions de criquets africains, la déforestation et la mauvaise gestion des terres ont à plusieurs reprises créé des essaims de criquets qui dévastent les cultures en Afrique de l'Est. La catastrophe de la mer d'Aral, des projets d'irrigation soviétiques ont asséché les rivières, alimentant la mer d'Aral, autrefois le 4e plus grand lac du monde. Aujourd'hui, c'est un désert, un monument à l'arrogance humaine. Chaque exemple prouve un seul point. La nature résiste à la domination. Chaque raccourci artificiel crée des effets d'entraînement qui durent souvent des siècles. Que nous apprennent ces histoires? Au-delà des faits et des tragédies, elles révèlent de profondes vérités sur notre relation avec la planète. Interdépendance. Chaque créature, des moineaux aux loups, joue un rôle dans l'écosystème. Retirez-en une et vous déstabilisez l'ensemble. Humilité. L'intelligence humaine est vaste, mais l'intelligence de la nature est plus grande. Nous devons agir en gardiens, pas en conquérants. La diversité et la survie. Les monocultures, qu'il s'agisse des pommes de terre en Irlande ou de la dépendance aux combustibles fossiles aujourd'hui, se terminent toujours par un effondrement.
La diversité est la résilience. La cupidité amplifie le désastre. De nombreuses crises, de la famine irlandaise aux chiens errants en Inde, sont aggravées non pas par la nature, mais par l'indifférence et l'exploitation humaine. Coexistence, pas conquête. Le véritable progrès réside dans la coexistence avec les systèmes naturels, et non dans la guerre contre eux. Ces leçons sont autant philosophiques qu'environnementales. Elles remettent en question le cœur même de la civilisation humaine. Sommes-nous les maîtres de la Terre ou des invités temporaires? Si l'histoire a une voix, elle murmure un avertissement. Chaque fois que les humains combattent la nature, les humains perdent. Les moineaux de Chine, les lapins d'Australie, les loups de Yellowstone, la famine d'Irlande, le dodo de l'île Maurice, les chiens errants de l'Inde, tous pointent vers une vérité singulière. Nous devons travailler avec la nature, pas contre elle. L'arrogance de la domination mène à l'extinction, à la famine et au chaos. La sagesse de l'humilité mène à l'équilibre, à la survie et au renouveau. Alors que nous sommes dans une ère de changement climatique, d'extinction massive et de crise écologique mondiale, la question demeure. L'humanité apprendra-t-elle enfin? Ou répéterons-nous les erreurs gravées dans les os des moineaux, des pommes de terre, des dodos et des chiens errants? Ceci est Infinite Archive, vous rappelant que l'archive de l'histoire est infinie, mais que notre temps pour en tirer des leçons ne l'est pas. Merci d'avoir écouté, et rappelez-vous, la guerre contre la nature est non seulement impossible à gagner, elle est une guerre contre nous-mêmes.